Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alastair Crooke, ancien diplomate britannique, pour discuter des relations entre l'Europe et la Russie. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Il semble donc que cet effort diplomatique arrive plus ou moins à son terme. Les Russes veulent s'attaquer aux causes profondes. Les Européens, ou du moins certains d'entre eux, semblent encore espérer un cessez-le-feu inconditionnel. Je me demandais comment vous interprétiez ces positions divergentes. Et existe-t-il une possibilité de réellement les rapprocher et de trouver un terrain d'entente où la paix pourrait effectivement être atteinte? Oh, je les ai perçus comme divergents. Je veux dire, is that façon que s'embrace Christie se présente. Je veux dire, il est assez clair que Zelensky n'a pas cédé un pouce sur aucun point après les réunions à la Maison-Blanche. Il dit non à tout, en fait. Et en même temps, la Russie, il y a un peu de flexibilité, mais elle s'en tient au point qu'elle a avancé, au cadre qu'elle a défini le 14 juin. À Moscou, au ministère des Affaires étrangères, Poutine a exposé ce qui allait être la position russe. Donc, pas vraiment. Mais ce qui a changé à Anchorage, c'est le fait de s'éloigner, si l'on veut, du programme de cessez-le-feu. Il pourrait revenir, mais il a été au moins temporairement écarté. Et Trump a accepté l'idée qu'une solution pourrait être imposée à Zelensky et aux Européens par la force des armes de la Russie, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Cela se déciderait sur le champ de bataille et serait ensuite, si vous voulez, ratifié d'une certaine manière par des accords ultérieurs. Donc rien n'a vraiment changé à cet égard. Il y a beaucoup de bruit et de discussions autour des garanties et des garanties de sécurité, mais il n'y a pas grand-chose de concret non plus, car tout d'abord, les garanties de sécurité dépendent du consentement de la Russie. Mais ensuite, les garanties de sécurité sont assez claires. Il y a beaucoup d'obscurcissement à ce sujet, mais il est assez évident que les États-Unis ne vont pas les soutenir de manière significative. Et les Européens, certainement la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, comprennent qu'ils ne peuvent pas entrer sur le champ de bataille, si vous voulez, en Ukraine, sans aucun soutien des États-Unis ou sans promesse de soutien de la part des États-Unis. La position de la soi-disant Russie est claire. Il n'y aura pas de troupes de l'OTAN en Ukraine en tant que force de maintien de la paix dans ce sens. En fait, je pense que le document d'avril 2022 qui a été produit, ce n'était pas un accord formel, mais il a été élaboré à l'époque à Istanbul. L'entente d'Istanbul, si l'on veut, incluait la possibilité de certaines garanties pour l'Ukraine. Et ces garanties viendraient principalement de membres du Conseil de sécurité, comme la Chine. Cela pourrait inclure d'autres pays comme l'Inde, peut-être la France ou la Grande-Bretagne, mais ce serait soumis à l'accord des garants, parmi lesquels la Russie et la Chine seraient tous deux garants. Et cela ne se produirait que si la Russie y consentait. Donc je pense qu'en réalité, nous nous dirigeons davantage vers une période d'escalade dans ce domaine. Je pense que Trump est sous pression, de nombreuses pressions, des pressions venant d'Epstein, des pressions du Sénat qui lui compliquent la tâche concernant les sanctions et les tarifs douaniers, des pressions, si l'on veut, des établissements obscurs, de l'appareil sécuritaire que tu apprécies, et aussi d'Israël. Il subit donc d'énormes pressions. Et il y a par-dessus tout la pression non dite qui est toujours présente. Il doit redresser l'économie. Et c'est probablement la tâche primordiale qu'on lui a confiée. Comment gérer la dette américaine? Comment régler ce problème? Et les choses évoluent. Je pense que les choses changent d'une manière qui laisse penser que nous nous dirigeons vers une escalade. Et cela se produit principalement, en fait, à travers le prisme d'Israël.
Et pour expliquer Simcela Peregnavesin. Oui, j'aimerais en fait savoir comment cela s'articule. Mais concernant l'escalade, parce que lorsque les négociations échouent et que les Russes semblent maintenant, eh bien, être en train de gagner, alors que toutes les lignes de front s'effondrent de plus en plus rapidement, on pourrait supposer que la réaction naturelle serait un peu de panique et d'escalade. Et en effet, Trump a récemment tweeté que les Ukrainiens devraient passer à l'offensive s'ils voulaient gagner. Et apparemment, ils ont aussi donné leur accord pour vendre quelques milliers de missiles ERAM à longue portée. Pendant ce temps, Zelensky dit plus ou moins que les Russes devraient eux aussi ressentir la guerre, suggérant de viser des civils russes. Quel est l'absinthe? Je veux dire, une escalade. Pourquoi faire? Je ne pense pas que nous allons assister à une escalade qui va changer militairement le paradigme existant sur le terrain, sur le champ de bataille. Maintenant, on peut appeler cela une escalade, et c'est là que les missiles entrent en jeu. Et je pense qu'il est assez probable que cela se produise. Et vous savez, cela avait déjà été évoqué auparavant. Je me souviens aussi que le Washington Post avait publié des articles évoquant la possible utilisation des Tomahawks. Cela, je crois, a été refusé. Mais maintenant, on parle d'autres missiles qui pourraient être déployés. Mais, vous savez, ce n'est pas... Enfin, la question est, qu'est-ce que c'est? Cela ne va pas changer, soyons clairs. Cela ne va pas changer la situation sur le terrain. C'est une alternative, si vous voulez. It is an alternative, if you like. It is that if you can't win militarily. Si vous ne pouvez pas gagner militairement sur le champ de bataille, alors vous pourriez présenter une défaite comme une victoire en faisant quelque chose comme envoyer des missiles sur Saint-Pétersbourg et Moscou et en disant « Oh, regardez, vous voyez, la Russie souffre encore. Ils n'ont pas remporté la victoire parce que ces missiles arrivent, cela affecte leur base et les gens commencent à s'inquiéter. » C'est donc, encore une fois, un changement de récit. Vous allez échanger un véritable sentiment de victoire contre un récit de victoire, qui est « Oh, regardez, les Ukrainiens envoient encore des missiles au cœur de la Russie. » Le problème avec cela, c'est que la seule façon pour eux d'y parvenir, c'est avec l'aide des Américains. Et les Américains savent que dans ce cas, ils deviennent co-belligérants dans la guerre, tout comme les Allemands, les Britanniques, les Français ou d'autres. Et ils riposteront. Ce que nous voyons actuellement, c'est l'escalade qui vient de la Russie, pas des États-Unis. La Russie riposte. Il y avait une entreprise américaine, une entreprise détenue par des Américains en Ukraine, qui fabriquait des composants électroniques. Certains de ces composants ont peut-être été utilisés dans des drones ukrainiens, ou pas, mais elle a été détruite. C'est, je crois, la première entreprise entièrement américaine que les Russes ont détruite avec un missile Zircon. Ensuite, il y a eu l'usine de drones turque. Elle aussi a été détruite. Or, la Turquie est un membre majeur, mais cette usine a également été détruite lors de ces bombardements récents. L'usine de fabrication de missiles pour drones Bayraktar a été détruite. Ensuite, il y avait ce genre de village allemand où l'on faisait semblant de ne pas fournir de missiles à l'Ukraine. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine les assemblait elle-même sur son propre territoire. Et les trois composantes de cette entreprise ont toutes été détruites par la Russie. Il y a donc une riposte, mais je devrais expliquer pourquoi cela devient de plus en plus inévitable. Et pour cela, je dois paradoxalement revenir à Israël et à l'Iran, car je pense que ce que nous avons vu pendant cette période est une transformation. Il y a d'abord eu une transformation en Israël vers, je veux dire, nous suivons de très près la presse israélienne en hébreu et ils en parlent très clairement. L'ancien sionisme est terminé. Fini. L'ancien sionisme a fondé un État. Il a créé des institutions.
Mais aujourd'hui, il tend vers un sionisme violent et militarisé. Et ils en parlent en des termes très clairs. La barbarie, comme l'un des commentateurs israéliens l'a décrit dans Haaretz. On ne peut le lire qu'en hébreu. Ce n'est pas disponible en anglais. Yossi Klein dit, vous savez que c'est la troisième étape. Il pense à Gaza, mais il pense aussi au Liban, à la Syrie, au Yémen. Toutes ces choses ensemble. Et ce que je veux souligner, c'est pourquoi est-ce important. C'est parce que Trump et son équipe, bien sûr, ont, tout au long de cette période, soutenu sans faille Israël dans ses massacres des Palestiniens et dans ses autres aventures, et ont été co-belligérants avec Israël lors de l'attaque contre l'Iran le 13 juin. Je veux dire, il est assez évident que cela a été planifié depuis plusieurs mois, conjointement entre les États-Unis et Israël, pour l'attaque contre l'Iran. Et ce qui est significatif dans l'attaque contre l'Iran, c'est qu'elle visait clairement à faire s'effondrer ce que les Israéliens appellent la maison de cartes en Iran. Il ne s'agissait pas vraiment de la question nucléaire. Il s'agissait de faire s'effondrer la maison de cartes, car il en ressort une nouvelle forme de perception. Quand on parle de la politique israélienne, non seulement il est très clair qu'il s'agit d'une politique militarisée, mais elle repose sur l'imposition par la force militaire, qu'il s'agisse de traités imposés militairement en Syrie ou au Liban ou tentés au Yémen. Et tout cela vise en réalité à créer une dépendance. Je pense qu'à l'origine, quand on écoute Witkoff et d'autres, l'idée était qu'il y aurait en fait une dynamique de normalisation avec Israël dans toute la région jusqu'à l'Iran. Mais ce n'est pas la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous faisons face à une volonté de transformer les États en clients d'Israël et des États-Unis. C'est très évident, au Liban par exemple, que c'est ce qui est en train de se passer. Cela a donc poussé l'Iran à vraiment se remettre en question. Je pense, car le guide suprême l'a dit très clairement dans sa déclaration plus tôt cette semaine. Il a dit que ce n'était pas une question de négociation ni d'accord nucléaire. Ils veulent que nous soyons obéissants, soumis à Israël et aux États-Unis. Ils veulent que nous soyons dépendants et pas autrement. Et il dit à ceux qui affirment que nous devrions négocier avec l'Amérique, à ceux qui disent « Eh bien, ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente avec l'Occident et les États-Unis, les E3 ou peu importe », le guide suprême a déclaré que, vous savez, vous passez à côté de l'essentiel. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous, si vous voulez, abandonnions notre souveraineté, notre indépendance. Et nous ne le ferons jamais. Jamais. Et donc, inévitablement, ce processus est en cours. Même les Israéliens, dans un rapport récent publié par l'Institut INSS en Israël, ont déclaré qu'en réalité, ce qui s'est passé pendant ces 12 jours qui ont suivi l'attaque contre l'Iran, c'est que le peuple iranien s'est rassemblé et est désormais plus uni. Et il est dit malheureusement qu'il n'y a aucun signe, en fait, aucun signe du tout, de mécontentement envers le gouvernement ou de désaffection populaire en Iran. Cela a disparu. Je veux dire, ils le déplorent parce qu'il s'agit d'un rapport produit par Israël. Et ils affirment de manière assez contradictoire que l'objectif d'Israël doit toujours être de renverser le gouvernement, de renverser l'État iranien. Et ils ajoutent que même si, malheureusement, ce qui s'est passé le 13 a été un tel chaos que cela rend la chose encore moins probable, car en gros, le peuple s'est rassemblé et il y a eu une démonstration d'unité. Donc, inévitablement, nous nous dirigeons vers la guerre. C'est la seule façon, finalement, d'en arriver à une conclusion. Et là où le projet nucléaire entre en jeu, ce n'est pas tant à cause de ce qui s'est réellement passé lors des incendies de terrain ou des retombées radioactives. La vraie question, c'est plutôt ce que disent les Israéliens. Eh bien, que savons-nous vraiment? Que pouvons-nous faire? Les Iraniens, eux, sont habiles avec la technologie.
Ils le savent. Ils savent comment gérer la technologie. Donc, même si tous les éléments étaient détruits, même si tous les composants ou l'enrichissement étaient anéantis, et je ne pense pas qu'Israël croit que cela ait été le cas. En fait, il est assez évident qu'il n'y croit pas. Mais même si cela avait été détruit, il dirait non, il recommencerait simplement et referait tout à nouveau. Ainsi, la seule façon vraiment sûre de garantir que l'Iran ne puisse pas accéder au statut d'État doté de l'arme nucléaire serait de changer le gouvernement et d'y installer un proxy occidental issu des Pahlavis pour le diriger comme un chat au service d'Israël, afin d'en faire une sorte de client de l'État moderne. Ce mouvement inexorable, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est qu'on peut discerner des éléments de cette réflexion, non pas tant des gens qui parviennent à la normalisation de manière volontaire, mais plutôt par une oppression imposée. C'est infiltré et imprègne désormais la manière américaine de penser la géopolitique, dans le sens où ils adoptent ouvertement l'idée de décapitation. Cela, je veux dire, a été dit très clairement par Hegstad à propos de, vous savez, oui, bien sûr, nous essayons de tuer le qui est le leadership. Nous allons décapiter le leadership. Ils en parlent, ils approuvent l'assassinat. Oui, il serait tout à fait justifié d'assassiner le guide suprême en Iran. Je veux dire, vous savez, ils cautionnent cela. Et ils cautionnent l'idée de détruire les institutions d'un État. Nous l'avons vu très clairement en Syrie. Donc, toute cette façon de penser, c'est en quelque sorte imposé. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que cela signifie vraiment que, vous savez, l'Occident s'est beaucoup plus orienté vers l'idée qu'en fait, parce que nous ne pouvons pas mener de guerre, nous n'avons pas les moyens, les armes, l'argent pour mener des guerres partout, comme nous avions l'habitude de le penser. Et vous savez, même des organisations comme RAND et d'autres y sont favorables. Vous savez, l'Amérique au mieux ne peut gérer qu'une seule guerre. C'est déjà beaucoup. Donc tout cela, je veux dire, et c'est ce vers quoi Trump s'est orienté, c'est une sorte de politique de coercition financière, mais aussi une coercition de dépendance calibrée. Donc il voulait rendre l'Inde dépendante et ainsi la sortir des BRICS. Toute l'idée du cessez-le-feu, qui ne serait pas seulement contraire aux intérêts de Poutine, mais qui entraînerait aussi la Russie dans une lutte prolongée contre l'Ukraine, laquelle serait relancée en temps voulu. Et tous les autres éléments visaient non seulement à affaiblir la Russie, mais aussi à la rendre beaucoup plus dépendante, un sujet, non un souverain, dans cette nouvelle guerre très soigneusement financiarisée. Et il y a aussi la pression qui en découle. Vous devez nous payer, nous devons payer, vous devez payer pour tout ce que vous obtenez, et nous voulons plus d'argent. Eh bien, les Européens ont en quelque sorte complètement succombé à cela, parce qu'ils ont toujours apprécié leur dépendance envers les États-Unis de toute façon, et ils ont donc abandonné leur souveraineté assez facilement. Mais l'Iran ne le fera pas. La Russie et la Chine, très clairement, vous savez, avec Trump, c'est là. Non, nous n'achetons pas vos graines de soja. Désolé, nous allons les prendre au Brésil. Et donc, vous savez, les agriculteurs américains de soja font faillite. Je veux dire, c'est devenu un problème sérieux. Donc cela évolue, semble-t-il, soit vers une résolution, soit vers une escalade vers une guerre plus grave, ou alors nous allons voir tout changer à cause d'un événement inattendu, comme une crise financière. Qui pourrait bouleverser complètement la situation de bien des façons. Peut-être que cela devient maintenant plus probable, mais malgré tout, il y a eu une sorte de progression dans la normalisation par les États-Unis, de plus en plus de ce que fait Israël. Cela a changé Israël. Pas l'Israël, vous savez, européanisé, bouddhiste, européen et libéral, mais ce nouvel Israël messianique qui dit « non, il est normal de décapiter ».
decapitated, it's fine actually to follow the pattern. En réalité, il est tout à fait acceptable de suivre le modèle. Il est obligatoire de suivre le modèle d'Amalek. Et comme la Torah le dit à 2 reprises, Amalek doit être détruit. C'est une obligation, pas un choix. Donc cela s'est en quelque sorte diffusé, et je pense que cela évolue. Bien sûr, je ne suggère pas que tous les Américains pensent ainsi, et il existe différentes factions et différents intérêts aux États-Unis, mais ce sont des structures complexes. Mais même en Amérique, cela devient beaucoup plus eschatologique. Surtout quand on regarde des choses comme les Silicon Four, le groupe des 4, Elon Musk, Peter Thiel, Reardon et Sachs David Sachs. Ils tiennent tous des discours beaucoup plus apocalyptiques. En fait, Peter Thiel va bientôt donner une série de conférences à New York, je crois que c'est ce mois-ci, sur l'eschaton et l'Armageddon, et sur la volonté de remettre au goût du jour les idées et réflexions autour de l'Armageddon, cette forme de pensée apocalyptique du christianisme primitif dans le monde actuel. Bon, il n'est qu'une personne, mais ces oligarques de la tech, ensemble, exercent une influence assez puissante. Il existe des groupes très différents, des micro-constituants. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent coexister longtemps, car ce sont des groupes assez différents. Mais, je veux dire, ils font front commun, tout en étant complètement opposés à ce qu'ils ne comprennent pas de l'économie. Ils veulent une véritable économie qui offre de vrais emplois, tandis que les oligarques de la tech raisonnent en termes d'IA et de technologie devenant un monopole, ce qui leur procurera d'énormes rentes et deviendra de plus en plus abstrait et éloigné des gens, avec les personnes ne jouant qu'un rôle limité. C'est très différent de ce que pensent, à mon avis, les partisans de MAGA. C'est pourquoi je pense qu'il existe une dynamique menant à une certaine forme d'escalade. Car fondamentalement, si l'Amérique est déterminée à maintenir sa primauté, et que d'autres États non seulement montent en puissance, mais affirment leur souveraineté et leur réticence à accepter la dépendance et la vassalité envers les États-Unis, alors il y aura inévitablement une confrontation à un moment donné. Cette confrontation pourrait être très sérieuse. Mais d'un autre côté, il se peut qu'un événement survienne à l'improviste, comme une crise financière, et que cela change tout. Il semble que nous nous dirigeons vers cela. Bien sûr, les États-Unis rencontrent un problème, mais la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, leurs économies semblent effectivement entrer dans une période de difficulté. Mais on ne peut jamais prévoir précisément ce genre de choses. Mais je voulais... Oui, j'ai une question de suivi à ce sujet. Les États-Unis aussi. Oui, ce n'est pas... Vous savez, je sais que nous le sommes tous. Je veux dire, vous savez, le gouvernement dit à quel point l'économie va bien, tout ça. Mais vous savez, regardez ce qui se passe sur le marché obligataire. Regardez ce qui se passe. En général, je pense que nous allons connaître, vous savez, de grandes difficultés à venir. Des choses étranges se produisent. Je viens d'en parler. Il y a eu un rapport, on ne sait pas qui, mais il y a eu un énorme acheteur d'or physique à New York. Je veux dire à New York, un acheteur inconnu a acheté pas moins de 2000 tonnes d'or physique. Cela représente environ 25% du stock total d'or américain. Et pourtant, cela n'a pas eu beaucoup d'effet sur le prix. Je veux dire, que se passe-t-il? On sait que Trump veut dévaluer le dollar pour essayer de relancer l'industrie, etc. Peut-être qu'on assiste à quelque chose de plus important. Une dévaluation, pas seulement de quelques pourcents comme lors des accords du Plaza, mais quelque chose de plus conséquent. Je ne sais pas. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Mais nous voyons les remous à la Réserve fédérale, la tentative de Trump de prendre le contrôle de cette institution afin de rétablir des prêts et du crédit bon marché.
C'est sa vision, et cela a toujours été sa vision en tant qu'homme d'affaires new-yorkais. Selon lui, il nous faut beaucoup de liquidités à faible coût pour traverser cette période. Concernant l'escalade de la Russie, chaque fois que l'on en parle, je pense toujours aux missiles Ostrets. Étant donné que les États-Unis prévoient d'introduire des missiles en Allemagne et que des missiles longue portée sont envoyés en Ukraine, à quel point pensez-vous qu'il est probable que la Russie commence à utiliser le missile Ostrets et quelles en seraient les conséquences? Je pense que cela dépend énormément de ce que fera Washington. Nous ne savons toujours pas vraiment. Je veux dire, c'est vraiment étrange après tout ce temps. Vous savez, Trump tient un discours de paix, mais il agit comme un homme de guerre. On le voit au Venezuela et ailleurs. Il n'a aucune hésitation. Je lisais aujourd'hui un article dans Haaretz où il disait que si l'on prend le cabinet israélien, qui est un cabinet très à droite, comme vous le savez, et que l'on prend Ben Gvir et Smotrich, et qu'on y ajoute Netanyahou et Ron Dermer, qui est en quelque sorte l'interlocuteur de Trump d'un côté, et puis les autres de l'autre côté. Ensuite, il disait qu'on trouverait certains à l'extrême droite. C'est là qu'il se positionne. Donc, je veux dire, vous savez, c'est pour ça, et je ne sais pas quelle emprise Israël a sur Trump, mais il est clair que Trump semble d'une certaine manière grisé par l'idée de pouvoir apporter une solution à Gaza. Autre que, vous savez, sa fameuse solution pour les gratte-ciel et les casinos de Gaza et toutes les autres opinions. Donc, la tension monte au Moyen-Orient, c'est très très évident. La politique devient très fragile. Où que vous regardiez, comme vous le savez, il y a maintenant une frappe de décapitation au Yémen. Les Israéliens, juste la nuit dernière et la nuit précédente, ont essayé de détruire la direction au Yémen. Encore une fois, si je dis ce que vous entendez de Washington, bien sûr, ou de l'Europe, rien. Je veux dire, vous savez, c'est maintenant devenu normal. Oui, c'est accepté. Les Houthis sont au-dessus de nous et les détruire, c'est acceptable. Je veux dire, nous sommes dans une situation où parce que cela s'est fait progressivement, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point nous avons changé dans notre politique, même en remontant à quelques années de la politique américaine. C'était pas comme ça avant, et ils étaient très prudents à l'idée de soutenir les assassinats ciblés israéliens. Et maintenant, cela semble être un terrain ouvert à bien des égards. Donc, il y a eu un changement. Mais c'est aussi lié à l'aspect financier. Tout tourne désormais autour de ça. Les tarifs douaniers sont devenus une arme, et on les appelle des tarifs de choc et d'effroi. Donc, les tarifs choc et effroi sont une arme. Mais aussi, la dépendance est devenue, vous savez, on se rend dépendant. On accepte d'être dépendant des États-Unis sous la pression, une dépendance coercitive, calibrée. C'est ce à quoi l'Inde était confrontée récemment. Et ce qui se passe, c'est que cela se retourne contre vous. Cela devient une arme. Vous devez obéir. Sinon vous faites comme maudit et vous semblez refuser de répondre aux appels téléphoniques de Trump. Je veux dire, où est-il? Il est à Pékin, en train de s'arranger, vous savez, avec les Chinois. Parce qu'il sait que Trump lui a fait comprendre. D'accord, on fermera les yeux sur le fait que tu vends des produits raffinés à l'Europe issus du pétrole russe raffiné en Chine, mais tu vas devoir ouvrir tes marchés aux produits agricoles et animaux américains. L'Inde ne peut pas faire cela. C'est une communauté rurale de base. Vous savez, les petits agriculteurs qui survivent, perdre, cela serait une catastrophe pour l'Inde. Cela détruirait la base politique, sans parler de la base sociale et économique. Quoi qu'il en soit, l'état d'esprit en Inde est en train de changer, et de façon spectaculaire. Et c'est ce que j'entends par instrumentaliser la dépendance. Regardez ce qu'il a fait à l'Union européenne. Il l'a rendue totalement dépendante désormais des États-Unis. On va cocher des cases.
Avez-vous payé assez de milliards? Y a-t-il eu suffisamment d'investissements entrants? Combien de gaz naturel liquéfié absorbez-vous? Et si vous faites quoi que ce soit et que vous avez complètement ouvert vos marchés à nos produits agricoles et autres, nous allons quand même imposer 50% de plus en général et un peu plus sur l'acier et l'aluminium. Et comme je l'ai dit, ils voulaient une forme de dépendance parce qu'ils pensaient que cela faciliterait d'une manière ou d'une autre leur position sur l'Ukraine. Je ne suis pas sûr que cela ait fonctionné, probablement pas, mais je pense que c'était en quelque sorte culturel. Ils pensaient qu'ils seraient très aimables avec Trump et que des garanties de sécurité suivraient naturellement. Et pour leur gentillesse, en acceptant une surtaxe de 5% à l'OTAN, qu'ont-ils obtenu? Comment expliques-tu cependant ce qui nous est arrivé, je veux dire, à l'Occident? Parce que comme tu l'as dit, cette frappe de décapitation au Yémen est juste une chose normale de plus. Nous parlons désormais ouvertement de la guerre avec la Russie, encore une fois, la plus grande puissance nucléaire du monde, comme si cela ne représentait rien. Nous rejetons la dissuasion nucléaire comme un simple chantage. Nous sommes désormais complices du génocide contre les Palestiniens. Frapper à nouveau les réacteurs nucléaires iraniens ne suscite aucune réaction. L'utilisation des tarifs douaniers comme arme est devenue courante, tout comme le vol d'actifs souverains russes, l'entrave à l'essor technologique de la Chine et même les menaces envers nos propres alliés en Inde. Et bien sûr, vous avez mentionné les Européens qui qualifient Trump de papa avec désinvolture et signent des accords économiques qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme insensés. Comment expliquez-vous ce qui se passe? Parce que chacune de ces choses aurait été très difficile à imaginer il y a seulement 5 ou 10 ans. Même lorsque nous avions des sanctions contre la Chine, ou que nous tentions de la sanctionner, au moins, cela était présenté sous le langage des sanctions pour les droits de l'homme, ou quelque chose de similaire. Aujourd'hui, tout cela a complètement disparu. Comment expliquez-vous ce qui arrive à l'Occident en ce moment? Eh bien, je veux dire, il y a eu un grand changement, en particulier aux États-Unis. Et surtout, je ne veux pas cibler uniquement les oligarques de la tech, mais notamment parmi des groupes comme la classe des donateurs en politique américaine. Cette classe de donateurs est devenue très convaincue de ses propres droits. Elle estime avoir gagné cet argent, qu'elle le dépensera comme elle l'entend, et qu'elle agit de manière totalement égoïste. Le sentiment qu'elle doit une quelconque responsabilité à la communauté, ou qu'elle a une sorte de responsabilité morale envers le peuple américain dans son ensemble, a en grande partie disparu. Je veux dire, l'effondrement, je pense, probablement du libéralisme occidental, a laissé un grand vide, et il a été en partie comblé par cette sorte de sentiment amoral, selon lequel, vous savez, je devrais être libre de gagner autant d'argent que je veux. Il ne devrait y avoir aucune restriction, il ne devrait y avoir aucune régulation. Ce devrait être simplement, vous savez, je peux l'utiliser comme je veux, je peux faire ce que je veux. Et, vous savez, tant pis pour tous ceux qui se plaignent ou qui ont l'impression d'être laissés de côté. On s'en fiche. Et vous savez, ça fait aussi partie de Trump. Je veux dire, nous avons cette disparité parce que l'on retrouve des éléments de ce type de pensée, comme je le dis, présents dans ce courant. Vous savez, cela a été crucial pour son élection. Les oligarques de la Silicon Valley et de nombreux autres oligarques ont changé de camp et sont venus le soutenir avec beaucoup d'argent. Il n'avait pas tous les milliardaires, mais il en avait beaucoup, et surtout il avait davantage d'ultra-riches, pas seulement des milliardaires. Et ils ont mis en place. Alors,
Quel était ce grand et magnifique projet de loi? Eh bien, il s'agissait essentiellement d'énormes baisses d'impôts pour les entreprises et de déréglementation d'un côté, et si vous voulez, de privatisation, de coupes dans Medicare et de quelques petites concessions accordées à la base MAGA. Mais en réalité, tout cela était destiné à la classe des donateurs. Je veux dire, leur impôt a considérablement baissé grâce à cette magnifique loi et la dette a augmenté de 3,4 000 milliards supplémentaires. Voilà donc l'inconfort, ce que j'essaie d'expliquer, les tensions inconfortables qui existent, auxquelles s'ajoute le fait, et c'est pourquoi je pense que nous avons adopté cette approche de dépendance. Vous savez, le choc financier et la démonstration de force, puis le fait de rendre les gens et ensuite de reconnaître la dépendance, c'est à cause de l'état profond, de l'appareil de sécurité permanent. Vous savez, ils ne veulent pas voir, ils entretiennent. Il est nécessaire de considérer la Russie comme étant, si vous voulez, dans un état de dépendance et de faiblesse, en particulier vis-à-vis de la Chine et de l'Iran, et qu'il faut la maintenir à ce niveau. Je ne pense pas que cela signifie nécessairement utiliser des armes nucléaires contre la Russie. C'est, comme je l'ai dit, une sorte de coercition calibrée menant à la dépendance. C'est ainsi que je décrirais la politique étrangère actuelle, et elle s'exerce principalement par des pressions financières, en ciblant certains domaines de la vie, puis en s'assurant que la dépendance s'installe. Par conséquent, la Russie n'est pas un phare d'opposition aux États-Unis. Elle n'affiche pas sa souveraineté. Elle accepte la dépendance. Elle accepte l'autorisation des États-Unis. Et donc je pense que cet élément, ce sont les structures les plus profondes de l'État profond. L'idée que la Russie ne devrait pas être autorisée à devenir. Et quand j'ai parlé, vous savez, du changement dans la pensée israélienne et de la façon dont, d'une certaine manière, cela s'est diffusé, d'une certaine façon, dans certains milieux de la pensée américaine, regardez ce que vous voyez chez les Européens. Je veux dire, comment peut-on dire cela? Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment avec Macron quand il parlait de Poutine. Il a dit que Poutine est extrêmement dangereux. La Russie est une menace. La Russie, il l'a exprimé ainsi, la Russie doit manger. C'est un prédateur. C'est un prédateur à la porte. Je veux dire un langage symbolique très fort. Vous savez, la bête sur le seuil, il a dit c'est un prédateur. C'est un prédateur, un cannibale. Il a utilisé le mot cannibale. Poutine est le prédateur, le cannibale, assis sur notre seuil, menaçant l'Europe. Je veux dire, nous savons à quoi il fait référence. Cela remonte à toute l'imagerie chrétienne de l'Antéchrist. Vous savez, Poutine est l'Antéchrist. Il est l'opposé de tout ce que nous valorisons et défendons. La Russie incarne tout ce qui est dangereux. Il commence par dire à quel point il est dangereux, à quel point il est menaçant, ce prédateur, ce cannibale, prêt à le dévorer. Vous pouvez voir les interviews à la télévision française. Mais un tel langage touche à certaines des images les plus profondes, même si nous sommes laïcs, occidentalisés à bien des égards. Mais nous nous souvenons tous de ces images du passé représentant le diable, poussant les gens en enfer. Et de ces choses, vous savez, en vivant en Italie, il est impossible d'entrer dans une église sans voir ces images magnifiques, très vives, de l'opposition manichéenne noire aux valeurs européennes et à ce genre de choses. Donc je veux dire, c'est de l'eschatologie. Autant les gens réclament Israël, c'est en quelque sorte logique. J'ai écrit, il y a 10 ans, un article dans lequel je disais que je croyais que 10 ans plus tard, c'était à l'époque des attaques en Syrie et du début de la guerre menée par l'État islamique. Et je disais, je crois qu'à l'avenir, les guerres porteront sur les symboles religieux. Al-Aqsa d'un côté et le mont du Temple de l'autre.
And this will be, if you like, the symbol. Et cela sera, si vous voulez, les symboles autour desquels la guerre sera centrée. And I mean, Et je veux dire, Macron le dit simplement. Vous savez, la Russie est païenne. Si l'on remonte au schisme d'il y a 1000 ans, il a fallu se débarrasser de Constantinople. Il a fallu se débarrasser de tous ceux qui parlaient grec étaient donc païens et hérétiques et devaient être traités comme tels. Et les Francs ont pris le contrôle de la papauté à cette époque. Je veux dire, nous nous souvenons tous de ce qui est arrivé au Qatar. Enfin, nous nous en souvenons pas, il n'y a rien dans l'histoire. Ils ont simplement été effacés de l'histoire. Donc vous voyez, ils puisent dans des images très profondes en Europe, et Trump, dans ses récentes déclarations, revient lui aussi à ce genre de symbolisme. goes back into these sort of symbolisms. We think just in this cabinet meeting. Vous pensez que lors de cette réunion du cabinet, quelqu'un a dit « Eh bien, et la Russie alors ?» Et je pense, je ne cite probablement pas mot à mot, mais il a dit à peu près « Oh, vous savez tout ça, tout ce que Poutine dit, ce que Poutine prétend vouloir faire, laissez tomber. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Il fait juste semblant. Il fait simplement de la posture. » Et c'est, je crois, le vrai sens de cette fracture eschatologique. C'est-à-dire que, pour eux, que ce soit les Palestiniens ou les Russes, ce ne sont que des postures. Ils n'ont aucun argument, ils n'ont rien à dire pour eux-mêmes. Ce sont simplement des gens qui bluffent. C'est le langage de Kellogg, du général Kellogg. I mean, this is the language of Kellogg, General Kellogg. Oh yeah, we have to call Putin's bluff. Ah oui, il faut appeler le bluff de Poutine. Il ne fait que de la posture. C'est simple. On le met sous pression et il s'effondrera. Il va, vous savez, il va finir par rentrer la queue entre les jambes et accepter le cessez-le-feu que nous exigeons, ce qui le serrera lentement, l'emprisonnera et l'affaiblira au fil des années, jusqu'à ce qu'enfin nous puissions nous débarrasser de lui et tourner notre attention vers la Chine. Ces commentaires de Macron sont toutefois intéressants, car d'un côté, il décrit Poutine comme une bête qu'il faut nourrir. D'un autre côté, tout en mettant en garde contre les grands dangers que représente la Russie, il souligne aussi qu'il n'y a pas d'urgence à faire la paix, puisque la Russie n'a pris que moins d'1% de l'Ukraine. C'est donc un thème récurrent, où la Russie joue toujours deux rôles. Soit c'est une bête formidable prête à dévorer l'Europe, soit en même temps, c'est tout simplement pathétiquement faible, presque. Je cite souvent ce savant juif, Victor Klemperer, qui disait que c'était en quelque sorte la rhétorique nazie contre les juifs. Hitler les décrivait toujours, soit comme pathétiquement faibles, soit comme une menace pour la civilisation occidentale dans son ensemble. Donc il y avait les deux en même temps, souvent dans la même phrase. C'est donc assez intéressant. Mais votre conclusion, c'est que parce que l'Occident change, il cherche à rendre la Russie obéissante, en continuant simplement la pression. Est-ce pour cela que les Russes sont maintenant, je suppose, sous pression pour escalader ou... Vous savez, je pense que l'Occident, en fin de compte, ils ont vraiment peur, et je pense qu'ils sont désespérés. Ils peuvent voir, vous savez, que je veux dire pour les Européens, qu'est-ce qui les attend? Non, je veux dire, il va certainement y avoir des tensions financières, peut-être des tensions majeures, sans parler de l'Amérique, et ils ont peur de leurs électeurs, donc ils doivent renforcer comment maintenir l'Union européenne unie. Pourquoi répéter Russie, 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 guerre, guerre? Et donc, d'un côté, vous savez, le chancelier allemand dit, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir un système de protection sociale. C'est au-delà de nos moyens. C'est trop cher pour nous. Et en même temps, il dit, eh bien, nous allons envisager le service militaire obligatoire. Pour commencer, ce sera volontaire. Mais si nous n'avons pas assez de volontaires, alors nous le rendrons obligatoire. Je veux dire, c'est Reikos. Je veux dire, encore une fois, c'est l'imagerie qui évoque les images des années 30 et de la période de guerre, qui fait appel à la nécessité de la conscription
Et nous sommes tous là, derrière l'État. Il faut être unis contre un ennemi commun. C'était le fond de la pensée d'Hitler. Je veux dire, tous les dirigeants, comme Churchill et les autres, ont joué là-dessus. Et c'est vraiment intéressant, parce que je pense que les élites européennes, sont totalement déconnectées de leurs propres électorats, qui les méprisent, et elles méprisent les électorats. Et chacun sait que l'autre ressent cela. Donc ils essaient à la fois de renforcer le contrôle, mais aussi de trouver de nouveaux moyens, et aussi des moyens de lever de nouveaux fonds. Avant, c'était, vous savez, le processus vert, la neutralité carbone. Il faut investir, investir, investir. Emprunter de l'argent, le mettre dans le vert. Borrow money, put it into the green. Now it's we have to put money into the military system. Maintenant, nous devons investir de l'argent dans le système militaire. Nous devons emprunter de l'argent pour le mettre dans l'armée. Et qui sait, cela pourrait, vous savez, en fait provoquer une légère reprise de l'ensemble de l'économie et nous sauver de ce qui risque d'arriver, une forte récession de l'économie européenne. Eh bien, merci pour vos analyses à ce sujet, c'est intéressant. J'ai remarqué les frappes, maintenant, les frappes russes près du consulat britannique et de la mission européenne à Kiev également. Je pense qu'il a été mal interprété qu'il les visait, mais néanmoins, non. Mais je pense que la volonté de frapper à proximité, je ne sais pas, il semble que les Russes commencent à perdre un peu de patience. C'est pourquoi cela m'inquiétait, ainsi que tout le reste. Mais encore une fois, vous revenez tout juste de Russie. Je ne sais pas si vous avez la même impression qu'ils arrivent un peu au bout de leur patience. Non, je pense qu'ils sont en train de se mettre en colère. Je veux dire, je pense qu'ils deviennent vraiment en colère. Les Russes sont en colère à ce sujet. Ils sont vraiment furieux, vous savez, contre les passionnés d'Europe. Vous savez, les chefs d'orchestre ne peuvent pas venir en Europe. Ils sont très en colère. Beaucoup d'entre eux ont perdu des biens en Europe. Beaucoup de Russes possédaient des biens. Ils avaient des propriétés en Italie. Mais si vous ne pouvez pas payer le loyer, si vous ne pouvez pas payer les impôts, elles sont saisies par la police et mises aux enchères. Et vous savez, quand les Européens se retournent contre eux et leur disent « Eh bien, toutes ces sanctions, vous les méritez », c'est ce qu'ils disent aux Russes. Et ils sont en colère à ce sujet. Ils disent « Eh bien, on ne pouvait pas nous reconquérir ». Et je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur Poutine pour qu'il soit un peu plus dur. Les Européens et les Américains aiment toujours, vous savez, pousser un peu plus loin, pousser un peu plus loin, pousser un peu plus loin. Et donc, on assiste à une certaine résistance. Je pense qu'en réalité, ce qui s'est passé avec ces deux bâtiments à Kiev, le British Council et d'autres, c'est parce qu'il s'agissait en fait d'une attaque contre une autre cible, à savoir un siège de données du SBU qui avait été installé en zone urbaine. Et cela n'a été qu'un dommage collatéral d'une explosion majeure qui a eu lieu. Je veux dire, il ne semble pas avoir été si gravement endommagé. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas de frappe directe, d'après les vidéos ou les photos que j'ai vues dans le cadre du travail. Donc, je pense qu'il y a une grande chance. Il faut traduire cela en des termes plus profonds pour les Russes, à savoir que nous avons versé notre sang pour en arriver là. Nous avons sacrifié beaucoup de nos propres soldats dans ce processus. Si nous aboutissons à une sorte de Minsk III, un accord qui n'en est pas vraiment un, avec des cessez-le-feu factices comme ceux du précédent accord de Minsk, ils diront que tout cela signifie que cet investissement en vies humaines n'est pas correctement utilisé. Et nous devrons payer un second tribut de sang dans 3 ou 4 ans, après que l'Occident aura réarmé et réentraîné ce qu'il restera de l'Ukraine, pour en faire une plateforme de faiblesse, un problème à long terme. C'est comme l'Afghanistan. J'étais en Afghanistan à cette époque. L'objectif était simplement d'user la volonté politique russe. Bleed Russian political will. And now I think
Et maintenant, je pense que la détermination de l'Europe, et c'est pour cela qu'ils ne continueront pas à se retirer, cette détermination consiste à revenir à cette formule de Brzezinski qu'il avait exposée, influencée par la théorie du Rimland et du Heartland. La Russie avec l'Ukraine devient une grande puissance du Heartland. Sans l'Ukraine, elle ne devient qu'un problème régional. Et c'est ce que Poutine a mis dans son livre de Tchekhov. Nous ne pouvons pas permettre que l'Ukraine soit dans la sphère d'intérêt russe. Je ne parlais pas de territoire ou de frontières précis, mais l'Ukraine utile, ne doit pas être autorisée à entrer dans la sphère d'influence. C'est une nécessité stratégique pour nous. Eh bien, merci encore. Et oui, j'espère que tu te trompes au sujet de l'escalade, mais je crains que tu aies plutôt raison sur ce point. Donc, encore merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité à m'adresser à votre public.